Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État, le président de la République a adressé un message de félicitations au très honorable gouverneur général du Canada, David Lloyd Johnston. Dans son message, le président de la République a saisi l'heureuse opportunité qu'offre ce jour spécial pour le peuple canadien pour exprimer son souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se renforcer davantage. La crise énergétique est indiscutablement un frein majeur au développement économique du continent. C'est en substance ce qu'il faudra retenir de l'allocution du Premier ministre hier en Côte d'Ivoire. Comme ici, l'homme Classo a participé à la cérémonie marquant le lancement du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie. Et cette initiative du secrétaire général de l'ONU devra favoriser l'accès à l'énergie durable pour tous. Le compte rendu du séjour du chef du gouvernement en terre ivoirienne avec Joël Adiadab. Trois temps forts ont marqué le séjour en terre ivoirienne du Premier ministre, commis Selom Classo. Le chef du gouvernement a d'abord pris part aux côtés de ses homologues de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali et du Bénin au lancement des activités du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie, dont la cérémonie inaugurale a été présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara en présence du vice-président du Nigeria et des anciens présidents John Kufuor du Ghana et Olusegun Obasanjo du Nigeria. Intervenant au nom du président Alassane Ouattara, le Premier ministre ivoirien a fixé les objectifs de cette rencontre qui vise surtout à faire face aux défis liés à l'accès à l'énergie des populations des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a aussi donné l'assurance de l'engagement du gouvernement ivoirien à soutenir l'initiative du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie. Près de 600 millions d'Africains vivent sans accès à l'électricité, soit environ 57% de la population. Dans notre espace CEDEAO, c'est 61% de la population qui vit sans accès à l'électricité. Et 77% n'ont toujours pas accès à des combustibles propres pour leurs besoins domestiques. Le taux d'électrification global de l'Afrique était de 42% en 2014. On note également 15% de la population mondiale vit sur le sol africain et consomme seulement 3% de l'électricité produite dans le monde. Ce qui est un frein, bien sûr, majeur au développement économique du continent. Les besoins sont donc pressants en matière d'investissement. Il nous faut donc accélérer la cadence en ce qui concerne la mise en œuvre des grands projets structurants, notamment au niveau communautaire, avec ce que cela suppose au préalable de réflexion, d'échange, de clarification de nos objectifs et d'harmonisation des pratiques et cadres réglementaires. C'est ce qui justifie bien sûr le recours à un leadership fort et inspirant de personnalités de haut niveau pour promouvoir les politiques et les projets nécessaires pour aplanir les difficultés et pour plaider pour le développement de systèmes énergétiques durables, bénéfiques pour l'ensemble de la communauté. Le groupe des leaders ouest-africains de l'énergie est composé de hauts responsables politiques et économiques avec pour ambition d'apporter des solutions novatrices à même de répondre aux défis énergétiques de l'Afrique. Il a, au nombre de ses activités, celles ayant trait au renforcement des capacités à développer et partager les compétences en matière d'énergie. S'exprimant lors de la table ronde de haut niveau consacrée à la sempiternelle problématique des énergies renouvelables, le chef du gouvernement, commis Selom Classo, a indiqué que le défi majeur pour la réalisation de la sécurité énergétique réside dans le renforcement du partenariat public-privé et dans la consolidation de l'intégration sous-régionale. Il a aussi et surtout appelé à l'exploration et à l'utilisation des ressources énergétiques propres, moins chères et moins polluantes. L'énergie est au cœur du développement aujourd'hui. Elle est également l'élément central pour l'épanouissement de nos concitoyens. Et vous aurez constaté
que dans notre déclaration de politique, il y a une bonne partie qui était consacrée à l'énergie. Parce que le chef de l'État, lors de la campagne, a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour augmenter le taux d'accès à l'énergie à nos compatriotes afin que cette énergie qui est nécessaire pour l'éclosion de l'économie puisse effectivement être disponible à moindre coût pour la plupart de nos compatriotes. Donc la rencontre d'aujourd'hui à Abidjan a pour objectif de voir comment, dans un cadre d'intégration sous-régionale, nous allons pouvoir réfléchir et rechercher les voies et moyens pour juguler cette crise énergétique qui n'épargne aucun pays. Les perturbations fréquentes, à savoir les délestages, les coupures intempestives dans beaucoup d'autres pays, au Togo aussi on en connaît par moment, ces perturbations ne permettent pas aux acteurs économiques, aux investisseurs de pouvoir profiter de leurs activités en termes d'exercice à plein temps. Or, sans ça, le problème de chômage aussi peut se poser. C'est un peu le serpent de la mer. Et donc, la rencontre d'aujourd'hui, comme je l'ai dit entre-temps, a pour objet de voir dans un cadre sous-régional, faire le diagnostic d'un problème qui nous est commun, de voir comment nous allons, à l'avenir, au lieu que chaque pays cherche à vouloir régler ce problème individuellement, qu'on le pose dans un cadre général, régional, et qu'on puisse fédérer nos énergies et essayer de trouver une solution. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a, avec les nouvelles technologies, on peut facilement utiliser l'énergie solaire, qui est une énergie propre. Quand on dit propre, c'est comparativement aux énergies du fioul, par exemple, ou du carburant, qui libèrent du CO2 dans l'atmosphère et qui contribuent à la dégradation de l'atmosphère. Et donc, l'opportunité de vouloir utiliser les énergies propres fait partie de la réunion d'aujourd'hui et nous pensons que c'est une très très bonne initiative à laquelle le Togo adhère pleinement. En marge des travaux du lancement du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie, le chef du gouvernement commissaire Lonklassou et ses homologues de la sous-région ouest-africaine, ainsi que diverses personnalités, ont eu des échanges avec le chef de l'État Alassane Ouattara au palais de la présidence ivoirienne. Les questions liées à un meilleur accès des populations aux ressources énergétiques ont été largement abordées. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement commissaire Lonklassou a pris part dans la commune de Yopougon à Abidjan à la cérémonie de mise en marche de la centrale thermique d'Azito inaugurée par le président Alassane Ouattara. Une centrale qui vient renforcer les capacités énergétiques de la sous-région ouest africaine. Et de retour à Lomé, le chef du gouvernement a pris part à la messe d'enterrement de Adjou Kofi Amega, le premier président de la Cour constitutionnelle togolaise, décédé le 29 avril dernier, a été inhumé ce mercredi après le témoignage de gratitude de toute la nation. Le compte rendu avec Aimé Abalou. Ceux qui pieusement sont morts ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. Les obsèques du premier président de la Cour constitutionnelle du Togo ont drainé un parterre de personnalités, de parents et amis venus lui rendre un dernier hommage. Le premier ministre, Selom Komiklassou, a témoigné la reconnaissance de la nation à l'illustre disparu par un dépôt de gerbes. Et que l'on coupe aussitôt. Derrière l'image du défunt, une riche carrière politique et professionnelle qui fait de lui
une icône du corps judiciaire. La Cour constitutionnelle et tous les magistrats, tout le corps judiciaire, par ma foi, la nation togolaise tout entière te rend hommage pour cette belle carrière que tu as à ton actif. Magistrat hors pair, ministre, membre du groupe des 10, diplomate, président de la Cour suprême et président de la Cour constitutionnelle, ton étoile a brillé non seulement contre vous, mais aussi au-delà de ces frontières et sur d'autres continents. Et au-delà des continents, Louis Améga regagne désormais sa demeure éternelle par sa foi chrétienne. L'absoute prononcée pour honorer sa mémoire et purifier son âme est aussi un appel lancé aux vivants pour une foi sincère, la clé des portes de l'au-delà. Que la grâce que Dieu nous procure en cette célébration de tes funérailles nous atteigne pour que chacun nous repartions d'ici avec la crainte, non la peur, avec la crainte, c'est-à-dire le respect et l'adoration de Dieu. Louis, c'est encore avec les mots du texte de la sagesse que je voudrais terminer en te souhaitant de recevoir par la grâce et la miséricorde de Dieu les grands bienfaits, toi qui as su compter sur ton Créateur. Repose en paix. Amen. Juriste et haut magistrat, le défunt avait de son vivant gravi presque tous les échelons de la société. La Cour d'appel de Lomé, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle sont autant de prestigieuses institutions qu'il a dirigées. De même, ses passages à la tête de différents ministères et aux Nations Unies sont aussi des références qui ont auréolé son parcours. L'homme de droit et de rigueur s'en est allé, sans un cri, sans une larme, sans un gémissement. Il arpenta doucement l'espace qui nous sépare de l'au-delà. Alors que dire, que faire, sinon évoquer le psalmiste dans le psaume 120, je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dorme pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur, ombrage, se tient tout près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Amen. Louis Atchoukofi Améga s'en va donc à 84 ans, laissant 2 veuves, 9 enfants, ainsi qu'une grande famille de juristes et magistrats profondément meurtris. Il a été inhumé dans l'intimité familiale. Je donne maintenant lecture de ce communiqué du gouvernement. Une forte explosion s'est produite le 30 juin 2015 aux environs de 14h30 dans l'enceinte de l'usine de production de Sima Wassem à Tabligo, préfecture de Yoto. Des ouvriers juchés sur une citerne contenant du fioul s'attelaient à dérouiller certaines de ses parois avec des outils de soudure lorsqu'ils ont été brusquement projetés par une violente explosion provenant de cette citerne. Ce grave accident a occasionné 5 morts, dont 4 ouvriers togolais et un technicien de nationalité indienne. Un blessé grave, un ouvrier, et d'importants dégâts matériels. Le parquet d'instance auprès du tribunal de Tabligo a aussitôt ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes exactes de cet accident.
Le gouvernement togolais présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, à l'ensemble du personnel de cette usine et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il exhorte tous les chefs d'installation industrielle et manufacturière à offrir un cadre de sécurité optimal pour le bon déroulement de leurs activités. Et nous sommes sur ce plateau justement avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Ediark Damhan, pour plus de précisions sur ce drame. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Mais tout d'abord, retour sur les faits de ce sinistre avec Pierre Soussouko. C'est un accident de travail survenu ce mardi sur le site de transformation de calcaire de Ouassem à Tabigo. Un événement malheureux qui a occasionné des pertes en vies humaines. On dénombre 4 morts et un blessé grave. À l'origine de l'accident, les travaux de maintenance sur l'un des bacs à huile de l'usine dont les étincelles au contact avec le fiel auraient provoqué l'explosion. Aussitôt saisi, le chef de l'État a dépêché une délégation ministérielle pour apporter soutien et réconfort aux familles des victimes. Si l'ouvrier était sur la citerne en train de faire des travaux de soudure, malheureusement, il y a eu une explosion et il ne leur a pas donné la chance de s'en sortir. Donc sur le coup il y a eu 4 morts, un blessé grave évacué sur lui et un 4e corps qu'on n'a pas encore nous avons présenté les conditions du gouvernement aux parents des décédés, aux ouvriers de l'usine, aux responsables de l'usine et notre compassion aux blessés. Dans lui souhaitant une prompte guérison. Le représentant du chef de l'État a remonté le moral à l'ensemble du personnel de l'usine et souhaité prompte guérison aux blessés. Le colonel Yak a promis qu'une enquête sera diligentée pour situer les responsabilités. En attendant, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en appelle au respect des mesures de sécurité et de prévention de risques sur les lieux du travail. Et nous revenons donc sur ce plateau avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur le ministre, nous l'avons suivi dans le reportage, on l'a compris dans le communiqué du gouvernement, mais on se le demande toujours, que s'est-il passé concrètement? Merci beaucoup, madame. Donc, comme dit le communiqué, hier 30 juin 2015 aux environs de 14h30, donc 6 ouvriers de l'usine Ouassem étaient montés sur la cuve, qu'on appelle aussi le bac à fouet, pour effectuer des travaux de soudure. Sous le fait de la chaleur, une violente explosion s'est produite, projetant aussi bien le couvercle du bac et les ouvriers. Donc cette explosion a entraîné la projection de 2 ouvriers hors du bac. 3 ouvriers se sont retrouvés dans le bac à fouet et un ouvrier manqué à l'appel. Et donc, sur l'instruction du président de la République, le Premier ministre a dépêché une délégation ministérielle composée de 4 ministres, accompagnée du chef d'état-major des forces armées togolaises. Lorsque la délégation est arrivée, elle a assisté d'abord à l'évacuation de l'ouvrier qui est décédé. Et elle a assisté également à l'extraction des 3 ouvriers qui étaient dans le bac. Les recherches ont continué jusqu'à ce matin où on a pu découvrir le 6e ouvrier qui était au-dessus du couvercle du bac. L'ouvrier de l'ingénieur de nationalité indienne. L'ingénieur de nationalité indienne qui faisait partie des 6 ouvriers. D'accord. Donc c'est ce qui fait qu'en début de journée, le bilan était de 4 morts, un disparu, un blessé, et ce soir maintenant c'est 5 morts. 5 morts. Le bilan ce soir est de 5 morts, un blessé grave qui suit des soins intensifs au CHU Sylvanus Olympio. D'accord. Maintenant, monsieur le ministre, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement? Le gouvernement, aussi bien sur les lieux du drame, a présenté ses condoléances aux familles éplorées, ses condoléances au personnel de l'usine et aussi ses compassions aux blessés. Et le gouvernement également, avec le procureur qui était sur les lieux, ouvert une enquête.
pour situer les responsabilités, pour voir quelles sont les causes et les circonstances de ce drame. Mais donc, pour l'heure, on ne connaît pas les causes du sinistre. Non, je crois que l'enquête va nous situer sur les vraies causes de ce drame. D'accord. Et vous avez peut-être un mot à l'endroit des chefs d'entreprise. Nous leur demandons, il n'est jamais tard de bien faire. Les grandes unités de production doivent s'entourer des dispositifs de sécurité. C'est vrai, je ne peux pas aller dans les détails, comme je l'ai dit, l'enquête doit nous situer. Mais nous demandons aux chefs d'entreprise de toujours encadrer les unités de dispositifs de sécurité. Si jamais il y a des sinistres, des drames de ce genre qui arrivent, qu'on puisse sauver des vies. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.